C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, direction à Dubaï pour commencer. La participation de Madagascar au sommet mondial des gouvernements de 2024 est entièrement liée aux réformes mises en œuvre dans le pays au cours du deuxième mandat du président de la République, Andry Rajoelina. Le président Andry Rajoelina est l'invité d'honneur et représentera pleinement le peuple malgache dans les accords qui seront conclus lors de ce sommet. Sur place, Judika Ranjanirin et Andra Zadaebe. Le sommet mondial des gouvernements 2024, ou la 11e édition du sommet mondial des gouvernements, s'ouvrira officiellement à Dubaï demain, 12 février. Le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, est sur place pour y participer en tant qu'invité d'honneur. Plusieurs ministres l'accompagnent et la population en attend de nombreux bénéfices. Le domaine de l'éducation, de la formation professionnelle et de l'administration publique seront les plus discutés lors de ce sommet. Cette participation s'inscrit dans la lignée des réformes proposées par le président Andry Rajoelina pour ce deuxième mandat. Des réformes qui établissent la promotion de l'humanité, de l'industrie et de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, les gouvernements du monde entier s'orientent vers l'utilisation des calculs systématiques dans l'administration. C'est un changement qui apporte de nombreux avantages, mais qui pose également d'énormes défis, car face à l'évolution rapide de la technologie, il faut mettre en place une politique pour qu'il y ait un développement durable. Le discours du président de la République de ce mercredi sera axé sur l'accélération et l'amélioration du fonctionnement du gouvernement et de l'administration publique. 25 chefs d'État y seront présents, ainsi que 4000 participants. Environ 200 discours seront prononcés durant ce sommet par les présidents, ministres et acteurs spécialement sélectionnés pour leur vision, dont le président Andry Rajoelina. Madagascar ne sera pas un simple spectateur, mais fera entendre sa voix dans les accords qui seront conclus à Dubaï. Dans le domaine de l'éducation, il y aura également un accord de coopération qui sera signé lors de ce 11e sommet pour créer des écoles numériques permettant à 1 million d'élèves malgaches de bénéficier d'un enseignement utilisant l'informatique. Dans les actualités également, cela fait exactement 49 ans aujourd'hui que le colonel Ratsimanjava Richard a été assassiné à Mbuza-Tuvamboundi après avoir reçu le pouvoir le 5 février 1975 par le général Ramanantsoa. Rappelons dans ce reportage qui était cet homme, ce patriote. 11 février 1975, 11 février 2024. Il y a 49 ans, le colonel Richard Ratsimanjava a été assassiné à Mbuza-Tuvamboundi. Sa mémoire et son patriotisme restent gravés dans la mémoire des Malagasy. Ministre de l'Intérieur dans le régime du général Ramanantsoa en 1972, un coup d'État a eu lieu le 31 décembre 1974 visant la mort du général Ramanantsoa. En tant que ministre de l'Intérieur, il est intervenu et a ordonné la poursuite des responsables. Le général Ramanantsoa a décidé de dissoudre le gouvernement faute de solidarité le 23 janvier 1975. Après une réunion qu'il a conduite avec les hauts responsables de l'armée et civils, le 4 février 1975, il a été décidé qu'il transmettra le pouvoir au colonel Richard Ratsimanjava. Il a donc remis les pleins pouvoirs au colonel le 5 février 1975. Ce dernier a accepté en soulignant qu'il ne fuirait pas ses responsabilités. 6 jours après son accession au pouvoir, le 11 février, aux alentours de 20 h, après le conseil des ministres qui s'était tenu à Anoussi, le colonel Ratsimanjava avait été abattu par balle dans sa voiture de fonction. Ses 2 gardes de corps ont également succombé et son chauffeur blessé. Ni la raison de cet assassinat, ni les meurtriers ne sont encore connus jusqu'à présent.
Et comme chaque année, un dépôt de gerbes s'est tenu à Mbuzatou-Vamboune en souvenir du colonel Richard Hatimandjave. Les 3 ministres en charge de la sécurité se sont succédés pour prendre la parole lors de cette cérémonie. Tous les 3 ont souligné le patriotisme du colonel Hatimandjave. Les détails. La mentalité qu'avait le colonel Richard Hatimandjave est actuellement transmise aux forces armées et son patriotisme devrait être suivi. Pour honorer sa mémoire, un dépôt de gerbes s'est tenu à Mbuzatou-Vamboune ce jour, lieu où on l'a assassiné il y a 49 ans de cela. Lors de sa prise de parole, le ministre délégué chargé de la gendarmerie a souligné que le colonel Hatimandjave est un héros exemplaire. Il a également encouragé les familles délaissées des gendarmes décédés en pleine fonction. Pour sa part, le ministre de la Sécurité publique a confirmé que l'amour entre les Malgaches, notamment envers les policiers, devrait être renforcé pour qu'il y ait une stabilité dans le pays. Pour terminer, le ministre de la Défense nationale a rappelé que les forces de l'ordre devraient avoir le comportement du colonel Hatimandjave. Selon lui, les forces devraient être des agents de sécurité dignes de confiance et que l'unité et la fraternité devraient être maintenues pour le bien de la nation. La cérémonie de ce jour a vu la présence du président du Sénat. Dans un tout autre sujet, la construction du pont Mangour, inauguré vendredi dernier, a été financée à hauteur de 2,596 milliards de yens par le gouvernement japonais à travers la JICA. Il s'agit d'un don non remboursable. Le ministère des Travaux publics a été en charge de la construction. Les détails avec Mervoulet Sfiran. L'inauguration d'aujourd'hui marque l'achèvement du projet d'amélioration du pont de Mangour et du pont d'Atsapazan sur la route nationale 2. Ce projet, don du peuple japonais à travers la JICA, a pour objectif l'amélioration de l'économie nationale par le biais de la fluidification du réseau routier entre la ville du Grand Port et la capitale d'Antananarivo. Le projet a été mis en œuvre par le ministère des Travaux publics et a consisté à élargir chaque pont à 2 voies allant de 4,5 mètres de largeur à 7 mètres de chaussée et 1,5 mètre de trottoir de chaque côté. Le pont Mangour fait 102 mètres et celui d'Atsapazan 30 mètres. La méthode de construction en porte-à-faux y a été appliquée. Cette méthode permet une construction sûre et de haute qualité toute l'année, non susceptible d'être affectée par les crues des rivières. La construction de ce pont de Mangour a été financée par le gouvernement japonais à hauteur de 2,596 milliards de yens japonais non remboursables. Et le ministre de la Population et de la Solidarité a visité Mboucha hier dans le cadre de la célébration du 4e anniversaire de l'Association des femmes AMS. Plusieurs activités s'y sont tenues à cette occasion. Les détails avec Taratina Aimé de Viva Mboucha. Le gouvernement a pour objectif de sortir les Malagasy de la vulnérabilité et plus particulièrement les femmes, a déclaré Foumenjaza Nguelizette, ministre de la Population et de la Solidarité, hier à Mboucha. Elle a effectué une visite sur place pour assister au 4e anniversaire de l'association AMS, un Peilamtinsou. 350 femmes vulnérables ont reçu de la part du ministère des machines à coudre, des sommes d'argent, des couvertures, ainsi que des poules et des porcs émanant du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Des consultations gratuites se sont également tenues à cette occasion. Ces femmes d'Amourenmani bénéficieront également d'une formation gratuite sur l'agriculture et l'élevage organisée par l'association AMS. Tolagnar a accueilli cette année la convention annuelle des fidèles de Nenlav. Mis à part les rites habituels, c'était également l'occasion d'accueillir les nouveaux Pianj qui ont terminé leur formation. Le gouvernement a été représenté par le gouverneur de la région d'Anossi et le maire de Fort-Dauphin. Comme chaque année, l'anniversaire du Toub Nenlav est célébré en mi-janvier. Des croyants chrétiens issus de nombreuses églises FLM de toute l'île et tous les Fifoises de Nenlav sont venus assister à cette 45e édition.
C'est également une occasion d'accueillir les 51 nouveaux Pianj après la formation de 3 ans qu'ils ont suivis. Le comité responsable de la reconstruction du Toub de Nellav ont également sensibilisé les chrétiens à contribuer aux travaux qui entrent actuellement dans la deuxième phase. Et en politique, le parti TGV est prêt à remporter de nombreux sièges lors des prochaines élections dans le district d'Atsimjan, les élections municipales et parlementaires qui auront lieu cette année. Le leader du parti TGV et les militants du parti se sont réunis hier à Andoran Futsi, Radramanazatouf, Asnar Valzanar et Sechan Dianab. Le parti TGV a tenu hier à Andoran Futsi une réunion dirigée par les représentants, le maire et les dirigeants du parti de chaque commune. 26 communes composent le district d'Atsimjan. Le parti compte remporter le maximum de sièges lors de l'élection communale et la députation. Pour rappel, lors de la présidentielle de 2023, le district d'Atsimjan fait partie des districts où le président Anjrazouel a remporté plusieurs voix. La raison étant la performance du gouvernement dans cette localité, a déclaré le député Anjrazivaini. C'était également une occasion pour lui de présenter son bilan. Une festivité a eu lieu avec la présence de Maman Olga, la maman du président Anjrazouel, à la fin de cette rencontre. À l'international, des milliers d'Israéliens ont protesté samedi à Tel Aviv contre le gouvernement de l'État hébreu, accusé de ne pas agir suffisamment pour libérer les otages retenus à Gaza. Le Premier ministre Benyamin Netanyahou a rejeté mercredi la proposition de cesser le feu du Hamas. Le plan prévoyait la libération progressive de tous les otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens et du retrait des troupes israéliennes de Gaza. France 24. La pression de la rue ne faiblit pas. Sur ce parvis rebaptisé Place des Otages à Tel Aviv, des milliers d'Israéliens se sont rassemblés comme chaque samedi pour manifester leur colère contre le gouvernement. Ils réclament le retour immédiat des otages retenus à Gaza et le départ de Benyamin Netanyahou. Il ne s'intéresse pas du tout au sort des kidnappés. Tout ce qui l'intéresse, c'est de rester au pouvoir. Nous comprenons que la vie humaine est importante des deux côtés. Si seul un cessez-le-feu peut permettre de ramener les otages, alors c'est ce que nous devons faire. Le Premier ministre israélien a rejeté mercredi la proposition de cessez-le-feu du Hamas. Le plan prévoyait la libération progressive de tous les otages en échange de centaines de prisonniers palestiniens et du retrait des troupes israéliennes de Gaza. Mais Netanyahou exclut de retirer ses troupes et s'est engagé à poursuivre son offensive militaire jusqu'à la victoire absolue. C'est clair que les otages ne sont pas sa priorité. Il ne pense qu'à la victoire militaire. Plusieurs manifestants ont été arrêtés par la police suite au blocage d'une autoroute. Selon Israël, une trentaine d'otages seraient morts à Gaza et une centaine toujours captifs. 3 personnes, dont 2 civils, ont été tuées samedi dans des frappes israéliennes au Liban, dont l'une visait un responsable du Hamas qui a survécu, ont indiqué des sources de sécurité libanaises et palestiniennes de l'AFP. C'est la deuxième fois depuis le début de la guerre à Gaza, il y a 4 mois, que des frappes attribuées à Israël visent des zones hors du sud du Liban, où le Hezbollah est bien implanté et où se concentrent les frappes israéliennes. France 24. Les dernières frappes s'inscrivent dans la continuité des combats en cours entre Israël et le Hezbollah. L'élément inhabituel, eh bien, c'est le lieu de l'attaque, puisqu'elle s'est produite en dehors de la zone géographique du Liban Sud, où se concentre l'essentiel des opérations militaires de Tsahal en territoire libanais. C'est la deuxième fois depuis le 8 octobre que l'armée israélienne mène une frappe en profondeur au Liban. La première s'est produite le 2 janvier dernier dans la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, bien qu'Israël n'ait pas officiellement donc revendiqué cette attaque qui avait coûté la vie au numéro 2 du Hamas, Salah El Harouri, et à 6 autres cadres des brigades Azadine Qassam,
la branche armée du Hamas. Les observateurs cités par la presse locale estiment que le gouvernement israélien se prépare à une guerre au Liban depuis de nombreuses années et bien que toute erreur de calcul du Hezbollah ou de l'un de ses proxys pourrait entraîner le pays dans un conflit ouvert avec l'État hébreu. Serge, quelle réponse possible du Liban à cette situation? Eh bien, vous le savez, Philomé, dans les milieux politiques, on estime que l'État hébreu a dépassé toutes les lignes rouges, d'autant que la dernière frappe s'est produite dans une région pacifique qui n'était donc pas considérée comme un bastion du Hezbollah. Le message israélien est clair et la classe politique libanaise l'a bien compris. Tel Aviv ne reculera pas devant une escalade au Liban et semble plus que jamais déterminé à aller de l'avant pour réaliser son objectif déclaré, eh bien, celui d'assurer donc aux milliers de déplacés du Nord un retour en toute sécurité dans leur kibboutz. C'est d'ailleurs l'un des messages transmis par le chef de la diplomatie française, Stéphane Séjourné, à ses interlocuteurs libanais lors de son déplacement à Beyrouth en début de semaine. La France, qui dit donc œuvrer en faveur d'une solution politique au conflit frontalier, eh bien, Paris appelle les dirigeants libanais à la responsabilité afin d'éviter un engrenage et à garantir une pleine application de la résolution 1701 de l'ONU, ce qui impliquerait le retrait du Hezbollah à plusieurs dizaines de kilomètres de la frontière. Dans les milieux du Hezbollah, les responsables politiques sont catégoriques. Toute solution au sud du Liban passe d'abord par la fin des combats à Gaza. Dans les milieux souverainistes, beaucoup reprochent au Parti de Dieu de monopoliser la décision sur la guerre ou la paix et d'être soumis au diktat de Téhéran. On dénonce aussi l'impuissance du gouvernement face à la machine de guerre du Hezbollah. C'est une petite révolution dans le monde du suivi sportif pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle. Créée en juin 2022 par Arthur Chazelle, un jeune Toulousain inspiré par une vidéo virale sur Internet, la technologie Touch2See permet aux non-voyants et malvoyants de vivre des événements sportifs en temps réel. France 24. Et j'ai compris que c'était une action pour l'Afrique du Sud, proche du but. Parce que le curseur s'est arrêté proche du but. Globalement dans le monde, c'est seulement 3% des événements sportifs qui sont accessibles à ce public-là. La raison, c'est que l'audiodescription dans le domaine du sport est extrêmement rare et qu'en parallèle, la radio sportive a 20 à 30 secondes de latence. Donc c'est pas exploitable. Pour répondre à cet enjeu, on développe une tablette tactile et une audiodescription. La tablette tactile, elle vient retransmettre la position du ballon grâce à un curseur magnétique. On a de la vibration pour traduire l'intensité du jeu. Et enfin, on peut générer une audiodescription automatiquement. Avant, c'est avec des écouteurs. Avec des écouteurs que j'arrivais à suivre le match. Ça m'a permis de vivre l'émotion comme les valides en fait. C'est magnifique. Ça me donne vraiment l'envie de revenir encore voir d'autres matchs. Il faut ce type d'initiatives qui sont essentielles. On est dans une société où il faut favoriser le vivre ensemble. Le mieux vivre ensemble et ne pas voir, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas. Ne pas voir, ça ne veut pas dire qu'on ne vibre pas. Ne pas voir, ça ne veut pas dire qu'on ne cherche pas. Et qu'on n'est pas en quête d'émotions, de sensations fortes.
Mesdames et messieurs, fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite de notre programme. Au revoir et bonne soirée.